La terrible révélation de la boîte noire, c'est le copilote du vol de Germanwings qui aurait délibérément précipité l'avion contre la montagne après être resté seul dans le cockpit. Ses motivations restent inconnues, mais l'acte terroriste n'est pas envisagé pour l'instant. Intervention massive de 10 pays arabes pour contrer l'avancée des chiites au Yémen. Le président du Yémen, lui, s'est réfugié à Riyad, en Arabie Saoudite, où il est arrivé ce soir. Les dernières heures pour conclure un accord sur le nucléaire iranien en Suisse. Kerry et Zarif se retrouvent dès ce soir à Lausanne. Pression de part et d'autre pour parvenir à une solution avant le 31 mars. Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. C'est donc le scénario redouté d'un acte délibéré qui est désormais ressorti des premières investigations après le crash de l'Airbus A320 de la Germanwings. L'homme que vous voyez à l'écran, eh bien, c'est le copilote de ce vol. C'est lui qui aurait donc, selon les premières indications de la boîte noire, précipité délibérément l'avion contre la montagne, faisant 150 morts au total. Investigations qui sont loin d'être terminées car pour l'instant on n'a pas encore de motivation exacte à ce geste qui ne semble pas, selon les enquêteurs, être un acte terroriste. On va évidemment développer tout cela très longuement pour démarrer cette édition avec des invités, des directs et puis Julia Ganancia ici, bonsoir Julia, qui nous donnera toutes les informations dont elle dispose. On va évidemment revenir longuement sur ce drame et l'émotion qu'il continue de susciter. C'est alors qu'il est seul que le copilote manipule les boutons de ce qu'on appelle le Flight Monitoring System pour actionner la descente de l'appareil. Das sind wir allen Menschen, die am Dienstag in dieser Katastrophe ihr Leben lassen mussten, und ihren Angehörigen, die jetzt so schrecklich leiden, schuldig. J'ignore son origine ethnique et je veux dire, il est de nationalité allemande, point. Et il n'est pas répertorié comme terroriste, si c'est ça que vous voulez dire. Absolument pas. Alors avant d'accueillir par téléphone Ronan Hubert qui sera avec nous dans un instant, expert en accident d'avion, tout de suite le retour sur ces révélations qui ont marqué évidemment cette nouvelle journée après le drame de la Germanwings. Julia Ganancia. C'est un scénario inimaginable qui a pourtant bien eu lieu. Car la boîte noire retrouvée hier a parlé. Mardi matin, après le décollage de Barcelone, les 20 premières minutes de l'enregistrement donnent à entendre des échanges enjoués entre le commandant de bord et le copilote, Andreas Lubitz, 28 ans. C'est lors du briefing en vue de l'atterrissage à Düsseldorf en Allemagne que le copilote fait des réponses plus brèves. Resté seul aux commandes de l'appareil après la sortie du cockpit du commandant de bord, vraisemblablement parti aux toilettes, Andreas Lubitz actionne alors le bouton de descente. Sur l'enregistrement de la boîte noire, on entend plusieurs appels du commandant de bord pour demander l'accès à la cabine de pilotage. La porte blindée est bloquée et seul un pilote à l'intérieur du cockpit peut débloquer la porte. Le commandant de bord tambourine de plus en plus fort, mais aucune réponse à l'intérieur du cockpit. Andreas Lubitz, dont on entend jusqu'à la fin la respiration régulière, n'a pas non plus répondu aux appels de la tour de contrôle qui s'est rendu compte de la descente anormale de l'avion. Ces motifs restent inexpliqués, mais le procureur de la République de Marseille précise qu'il n'était pas répertorié comme terroriste. Alors, suicide ou attentat suicide, il y a eu en tout cas volonté de détruire l'avion. À ce stade, au jour d'aujourd'hui, avec l'ensemble des investigations qui sont portées à ma connaissance, rien ne permet de dire qu'il s'agit d'un attentat terroriste. Maintenant, on verra l'environnement de cette personne. D'habitude, quand on suicide tout seul. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé ce terme suicide. Quand on a la responsabilité de 150 personnes derrière, je n'appelle pas ça forcément un suicide. C'est tout. C'est pour ça que j'ai dit, je n'ai pas utilisé ce terme. Mais effectivement, bon, on peut se poser légitimement la question. Je comprends que vous posiez la question.
Durant les 10 dernières minutes de vol, Andreas Lubitz ne prononce aucun mot et aucun signe de panique ne transparaît. Selon la compagnie aérienne Lufthansa, Andreas Lubitz avait passé un certain nombre de tests médicaux et psychologiques. Aucune objection à son parcours et quant à ses capacités n'avait été faite. Il y a eu, je tiens à le mentionner, une pause plus longue dans sa formation il y a 6 ans. Mais ensuite, ses qualifications ont été vérifiées à nouveau. Il a repris son entraînement à nouveau. Il a passé tous les tests médicaux liés au vol. Il était 100% apte à voler sans limitation ni exigence particulière. Quant aux passagers, ils ne se sont rendus compte de ce qu'il se passait qu'au tout dernier moment et sont morts sur le coup. Dans les dernières secondes avant l'impact sur la montagne, l'enregistrement de 30 minutes laisse entendre l'alerte signant la proximité du sol et les cris des passagers. Conséquence immédiate de ce crash manifestement volontaire, la compagnie aérienne à bas prix Norwegian Air Shuttle va imposer la présence en permanence de 2 personnes dans le cockpit. Alors en direct avec nous depuis Genève, l'expert en accident d'avion Ronan Hubert, bonsoir. Je rappelle que vous avez créé ce site qui répertorie toutes les catastrophes aériennes qui se produisent dans le monde, BAAA-accro.com. Je vous donnerai la parole dans un instant, mais d'abord avec vous, Julia Ganancian, on va revenir sur la personnalité finalement. Qui était ce copilote qui est aujourd'hui évidemment sur tous les écrans du monde entier? Alors Jean-Charles, on commence à en savoir beaucoup sur Andreas Lubitz. On sait qu'il avait 28 ans et qu'il est de nationalité allemande. Il est originaire de la petite ville de Montabaur. C'est à l'ouest de l'Allemagne, entre Düsseldorf et Francfort. Oui, il vivait là-bas, chez ses parents, tout en ayant aussi un domicile à Düsseldorf. Actuellement, ces 2 domiciles sont justement en train d'être perquisitionnés par les enquêteurs allemands. Il est sorti, alors s'agissant donc de son parcours professionnel, on sait qu'il a intégré une formation en 2008, qu'il est sorti diplômé en 2012 et qu'il a ensuite été embauché en septembre 2013 chez Germanwings. Alors il était sorti donc en 2013 du centre de formation pour pilotes de la compagnie Lufthansa et il faisait ses armes depuis dans cette filiale low cost. Il avait au compteur plus de 630 heures de vol cumulé. Donc voilà, donc en tout cas le jeune homme n'avait donné... Ah oui, et puis il avait aussi fait une pause pendant sa formation sans donner vraiment d'explication sur pourquoi il s'était retiré. En tout cas, on sait aussi qu'il s'est entraîné au centre de Brême et aussi à l'étranger, aux États-Unis, au centre de Phoenix, dans l'Arizona. Donc plusieurs centres de formation pour finalement intégrer cette compagnie aérienne en septembre 2013, pendant laquelle il n'a cessé de voler sur des A320. Alors, aucun signe étonnant dans ce parcours. On verra ses antécédents tout à l'heure avec vous, Julia. Ronan Hubert, ce ne serait pas la première fois dans l'histoire de l'aviation, mais c'est extrêmement rare qu'un pilote délibérément se serve d'un avion rempli de passagers pour peut-être mettre fin à ses jours. Oui, j'ai envie de dire heureusement. Les cas majeurs de suicide de pilotes sur un vol de ligne sur les 30 dernières années, ce sont 5 cas, y compris celui-ci. Donc évidemment 5 cas sur les milliers d'accidents qui ont été recensés, les millions de vols qui ont été effectués. Donc oui, ce sont heureusement des cas extrêmement rares. Alors ça pose quand même quelques questions à Ronan Hubert, parce qu'on sait que depuis le 11 septembre 2001, les cockpits ont été sécurisés, mais là, finalement, est-ce qu'on ne s'est pas retourné finalement l'arme contre soi-même, puisque c'est précisément à cause de cela que le commandant n'a pas pu revenir dans le cockpit? Alors, on va dire sur la base que vous dites, c'est juste. Maintenant, je retournerai votre question en disant, c'est comme la ceinture de sécurité dans une voiture. La ceinture de sécurité, elle sauve davantage qu'elle ne tue. Les portes blindées qui ont été imposées dans les avions de ligne ont davantage sauvé d'avions, de passagers et de pilotes, de drames et d'actes terroristes, plutôt que par rapport au risque qu'un pilote, une fois, décide de mettre fin à ses jours, comme ce serait éventuellement le cas ici. Donc il y a une part de responsabilité que la communauté doit prendre à un certain moment donné. C'est que si on veut éviter les actes terroristes qui étaient absolument démesurés dans certaines années, jusqu'à il y a 10-15 ans, on avait des détournements d'avions à tout va, toutes les semaines, n'importe où dans le monde, avec le risque que cela comportait, c'est-à-dire une atteinte délibérée à l'aviation civile et à la safety. Et depuis, si une fois, de temps en temps, malheureusement, c'est toujours regrettable, mais voilà, c'est comme la ceinture, elle sauve plus qu'elle ne tue. Un dernier mot, parce que là aussi, on aimerait comprendre, est-ce qu'il est normal, selon vous, qu'un commandant de bord ne puisse pas braver finalement
toutes les mesures de sécurité et avoir la possibilité de rentrer dans son cockpit quand il en a envie. Quelque part, c'est justement, j'ai envie de dire, c'est presque, justement, c'est là que le bas blesse, c'est que il s'agit d'une porte blindée. Le but étant de ne pas rentrer. Donc, que ce soit le commandant ou n'importe quelle autre personne, il ne peut pas rentrer. Parce que si tout d'un coup, voilà, c'est malheureusement un débouché qui fait suite aux attentats du 11 septembre et qui est clairement dans le but que personne ne puisse rentrer dans un cockpit. C'est le but. Merci beaucoup Ronan Hubert. Je rappelle donc que vous avez créé ce site BAAA-accro.com qui recense toutes les catastrophes aériennes qui se déroulent dans le monde. Alors Julia Ganancia, est-ce qu'on a des antécédents, notamment psychologiques, sur la personnalité de ce copilote? Alors pour l'instant, on a peu de choses justement sur ce profil psychologique et justement sur cette question, les avis divergent parce que selon la compagnie Lufthansa, eh bien, une place importante est accordée aux examens psychologiques dans la procédure en tout cas de recrutement et Andrea Lubnitz évidemment avait dû s'y soumettre. Il était parfaitement capable de voler. Mais là, on parle de 2013. En fait, il n'a pas eu d'autres examens psychologiques depuis 2013 et selon ses proches, et c'est pour ça que je vous dis que les avis divergent, il aurait en tout cas il aurait eu une dépression par le passé. On ne sait pas exactement quand, mais on sait qu'il a été sujet à la dépression par le passé. Les tests psychologiques, eux, remonteraient à 2013, donc on ne sait pas depuis ce jour ce qu'il s'est passé dans sa tête, comment il était, dans quel état psychologique et mental. Ces tests ne sont donc pas réguliers, donc les copilotes n'ont pas à subir régulièrement des tests, et lui, dans sa toute jeune carrière, il n'en a reçu qu'un. Une fois devenu pilote, c'est la même chose, il ne subissent plus de tests psychologiques, mais seulement des examens destinés à tester en fait leur aptitude au cas où ils voudraient devenir commandant de bord. Alors un autre élément qui aurait pu nous donner des réponses sur ce profil psychologique, c'est finalement son profil Facebook qu'on est allé voir. Il a été désactivé à 18h45 le jour du drame, donc quelques heures après le crash, et c'est un profil très lisse, très, très simple. Finalement, on voit sa photo qui montre un jeune homme souriant qui prend la pose devant le Golden Gate de San Francisco. S'agissant de ses hobbies, tout ce qu'il y a de plus classique, le bowling par exemple, et puis quelques liens qui renvoient à la compagnie aérienne Lufthansa et puis à une fiche technique de la 320. Mickey Katz, bonsoir. Vous êtes ancien commandant de bord et expert aéronautique. Et puis, en duplex avec nous depuis Paris, Joël Lévy, qui est psychologue. Bonsoir, Joël Lévy. On vous demandera dans un instant justement votre avis. Tout d'abord, Mickey Katz, sur ce dénouement apparent d'un acte délibéré commis par le copilote. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous? Est-ce que c'est une situation qu'on aurait pu éviter? Avant tout, première chose, je pense qu'il est important de dire que ce que le monde a vu maintenant, c'est que dans le domaine de l'aviation commerciale, on enquête jusqu'au bout. L'enquête est transparente et même si le résultat n'est pas agréable, eh bien, on vérifie toute chose, chaque détail, parce qu'il est important de savoir ce qui s'est passé, et c'est une première chose. Deuxièmement, je pense qu'on doit saluer le travail professionnel extraordinaire et rapide de l'équipe d'enquêteurs française qui a fait un travail incroyable, et ils ont prouvé à quel point ils étaient professionnels. Et pour l'événement lui-même, eh bien, il est très difficile de s'attendre à ce genre de choses, et la commission d'enquête qui enquête sur ce genre de choses ne prend pas en considération le sujet de l'élément humain, du facteur humain dans ce genre de situation. Et à notre grand regret, de toutes les options qui ont été considérées, toutes les suppositions, nous voyons qu'en fin de compte, eh bien, c'est le facteur humain qui est celui qui est au centre de cette affaire, et d'une manière très rapide, les enquêteurs ont pu parvenir à cette conclusion, et c'est un événement qu'on n'aurait pas pu prévoir, bien évidemment, et je pense que les sociétés d'aviation font de grands efforts, des efforts importants,
dans les phases ultérieures, dans les premières phases, et en Israël, et c'est le cas, et dans d'autres sociétés d'aviation, mettent un point très important sur le facteur humain, et les autorités allemandes, je n'en ai aucun doute, devront reconsidérer la manière dont le facteur humain est pris en considération dans les sociétés d'aviation commerciale. Et c'est Alors, je voudrais que Joël Lévy, justement, nous donne son sentiment maintenant, parce que, d'abord, un pilote dépressif, est-ce qu'on peut voir arriver des signes avant-coureurs? Puisqu'il y a 2 personnes dans le cockpit, est-ce qu'il est possible que le commandant n'ait pas remarqué le comportement anormal dans les minutes qui ont précédé de ce copilote? Je pense qu'il peut repérer que quelque chose ne va pas. Mais de là à pouvoir anticiper ou imaginer, je pense que ça ne relève pas de sa compétence. D'autre part, un pilote peut être dépressif et pour autant ne pas aller jusqu'à un acte aussi fort et aussi dramatique et aussi radical que celui-ci. C'est pour ça que tout le débat autour de la prévision de ce type d'acte n'est pas tout à fait, me semble, n'est pas tout à fait pertinent pour l'instant, parce qu'on ne peut pas anticiper ça chez un individu. Mais est-ce qu'on Sauf un individu qui a déjà eu des actes comme cela, à ce moment-là, on peut le considérer comme fragile, on peut évaluer effectivement sa fragilité émotionnelle, son manque de contrôle, et par ailleurs des éléments dépressifs, mais anticiper un acte comme celui-ci, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Qu'est-ce qui peut pousser justement alors un individu à entraîner avec lui, dans son suicide, d'autres personnes, et en l'occurrence 149 personnes? Oui, c'est ça qui est dramatique dans cet événement, c'est qu'il ne se contente pas effectivement de mettre fin à sa vie, c'est qu'il pose un acte d'une violence inouïe, qu'il pose un acte public, et qu'à ce moment-là, il n'a plus visiblement d'empathie ou même de considération, de rapport éthique, même à la vie de l'humain. C'est un grand désespoir, évidemment, certainement un sentiment irrépressible, une pulsion irrépressible d'en finir, mais il y a aussi sûrement, parce que c'est quand même pas un suicide à la pendaison ou classique, j'ai envie de dire, si on peut s'exprimer comme ça. Là, il a quand même aussi la nécessité de dire quelque chose en public, aux yeux du monde. Il ne peut pas ignorer que cet acte-là va avoir des répercussions immenses. Donc oui, il est à la fois seul et à la fois pas tout seul dans cette histoire quand même. C'est pas un suicide classique quand même. Et sans doute prémédité? Oui, je pense quand même. Je pense. Alors, effectivement, on restera sur cette question, sauf si les éléments de l'investigation permettent de vérifier qu'il avait écrit des choses dans des moments de délire ou dans des moments de désespoir. Mais il est fort probable quand même qu'il sait ce qu'il fait à ce moment-là. Merci. Il sait qu'il entraîne la mort de tant de personnes. Merci Joël Lévy. Je rappelle que vous êtes psychologue, vous étiez en direct de Paris. Est-ce que vous pouvez, Mickey Katz, nous expliquer comment les compagnies aériennes surveillent le profil psychologique? Est-ce que vous étiez contrôlé régulièrement? Est-ce qu'il y a des cas de pilotes dépressifs qui sont repérés? Est-ce que ça existe tout cela? D'abord, à la phase de l'enrôlement à la société d'aviation, les pilotes et les copilotes doivent subir un examen de correspondance avec des examens psychologiques et pour voir si la personne correspond aux fonctions. Bien évidemment, on vérifie son passé, mais c'est important de dire que ça ne suffit pas. Ce qui est important, c'est de suivre le suivi pendant le travail, une fois que la personne est embauchée. Parce qu'il y a des gens qui travaillent 10, 15 ans dans ces sociétés et la personnalité change en permanence. Les pilotes suivent des examens médicaux en permanence et il y a un suivi sur la personnalité. Mais ce qui est le plus important, c'est que l'environnement proche, l'équipe de pilotes sont les premiers à pouvoir constater des changements de quelqu'un, par exemple, qui se comporte d'une manière un petit peu
inhabituel. Et il faut donner des instruments à ces pilotes pour qu'ils puissent, le plus tôt possible, constater que quelque chose ne va pas chez l'un de leurs collègues. Ce n'est pas très facile, mais il faut faire un travail tout à fait fondamental et dans le processus d'enrôlement des candidats, mais par la suite également, il faut un suivi, parce qu'il ne suffit pas qu'une personne corresponde aux fonctions. Beaucoup de choses peuvent changer au fur et à mesure des années, et on peut constater malheureusement ce genre de choses. Aucune imagination ne pouvait prévoir ce genre de choses, mais il faut néanmoins se souvenir qu'il ne faut pas que le public tombe dans la panique suite à ce genre de catastrophe. Et il est bien évidemment, il faut se souvenir, il faut se rappeler que l'aviation est un très grand domaine. Il y a des milliers de pilotes qui prennent l'air et qui sont très expérimentés et très sérieux et partout dans le monde et dans toutes les conditions climatiques. Mais oui, il faut que l'élément humain soit surveillé d'une manière plus intense. Alors justement, vous parlez tout à l'heure de ces cas qui existent, qui sont très rares, rarissimes, vous allez l'entendre à présent, de pilotes qui ont justement précipité leur avion avec des passagers pour mettre fin à leur jour. C'est Maël Benoliel qui nous le rappelle. Mozambique Airlines en 2013, Egypt Air en 1999, Silk Air en 1997, Royal Air Maroc en 1994. Ces compagnies aériennes ont toutes vu un de leurs avions être volontairement crashé en mer ou en terre. La cause, un pilote de l'appareil qui se suicide aux commandes et décide d'emporter avec lui passagers et membres d'équipage. Extrêmement rare dans l'histoire des catastrophes aéronautiques, les crashs liés au suicide d'un pilote représentent uniquement 0,5% des accidents mortels en avion. Ces 20 dernières années, seulement une dizaine de cas ont ainsi été recensés. Le plus marquant d'entre eux est certainement celui du vol 990 de la compagnie Egypt Air reliant Los Angeles au Caire qui s'écrase dans l'océan Atlantique avec 217 personnes à bord. L'analyse des boîtes noires montrera que le pilote a provoqué l'accident et a déclaré peu avant le crash « J'ai pris ma décision maintenant, je remets ma foi dans les mains de Dieu ». Autre crash provoqué délibérément par un pilote, celui du vol Silk Air 185 de la compagnie indonésienne reliant Jakarta à Singapour. 104 personnes vont trouver la mort dans ce Boeing 737 qui s'écrasera en Indonésie. Après des semaines d'enquête, les experts concluent là aussi à un suicide. Motif invoqué, les importantes dettes du pilote. Enfin, en août 1994, un avion de type ATR-42 de la Royal Air Maroc s'écrase dans les montagnes de l'Atlas, peu de temps après avoir décollé d'Agadir. 44 personnes trouveront la mort. L'étude des boîtes noires ne laissera aucune place au doute dans ce cas aussi. Ces dernières révéleront que le pilote, après avoir déconnecté volontairement le pilotage automatique, reprend les commandes pour s'écraser sur le sol. L'an dernier, quelques semaines après la disparition du Boeing 777 de la Malaysia Airlines, la thèse du suicide du pilote avait été citée parmi d'autres pour percer le mystère qui entoure toujours, plus d'un an après, la disparition de cet avion qui comptait 239 personnes à bord. Alors, explication pour l'instant, c'est vrai qu'on n'en a pas, Julia Ganancia, mais la piste terroriste en tout cas n'est pas retenue ce soir. Tout à fait, Jean-Charles. Cette piste terroriste a été en tout cas envisagée pendant longtemps. Elle n'était pas du tout écartée. Prudemment, bien sûr, ça n'a jamais été affirmé, mais en tout cas, c'était pas écarté. Et puis finalement, voilà, aujourd'hui, c'est tombé. Il n'y a pas de lien avec le milieu terroriste. Le copilote était inconnu des services de renseignement allemands et français. Toutes les recherches ont été faites et il n'était sur aucune liste terroriste. C'est donc l'incompréhension, pas le moindre indice sur ce qui a pu se passer dans sa tête. Pourquoi a-t-il en tout cas provoqué ce dramatique incident? C'est la stupeur au sein de la classe politique, mais aussi au sein des proches, au sein des personnes qui le connaissaient. Sa famille s'est rendue sur place, à l'écart des autres familles de victimes. Elle a aussi été entendue par les gendarmes en France. Et en tout cas, ce que ses proches décrivent, c'est un jeune homme tout à fait calme, tout à fait passionné, qui s'était entraîné de nombreuses heures dans sa jeunesse dans un club de vol allemand. Voilà, c'était un jeune homme tout à fait normal qui avait atteint son rêve finalement
de pilote amateur, il était devenu professionnel. Merci Julia Ganancia, merci encore Mickey Katz. Je rappelle que vous êtes donc ancien commandant de bord, expert aéronautique. Bien sûr, l'enquête n'est pas finie, il y aura sans doute d'autres développements. Mais en tout cas, voilà pour l'essentiel. Dans un instant, on parlera de la situation au Yémen, qui est proche d'une guerre régionale ce soir. La terrible révélation de la boîte noire, c'est le copilote du vol de Germanwings qui aurait délibérément précipité l'avion contre la montagne après être resté seul dans le cockpit. Ses motivations restent inconnues, mais l'acte terroriste n'est pas envisagé pour l'instant. Intervention massive de 10 pays arabes pour contrer l'avancée des chiites au Yémen. Le président du Yémen lui-même s'est réfugié à Riyad, en Arabie Saoudite, ce soir. Et puis les dernières heures pour conclure un accord sur le nucléaire iranien en Suisse. Kerry et Zarif se retrouvent dès ce soir à Lausanne. Pression de part et d'autre pour parvenir à une solution avant le 31 mars. L'Égypte et l'Arabie Saoudite ont donc pris la tête d'une coalition d'une dizaine de pays pour chasser les rebelles chiites du Yémen. C'est l'information de ces dernières heures au Moyen-Orient, ce qui laisse planer la menace d'un conflit régional, car l'Iran, évidemment, et l'Irak également ont condamné cette intervention militaire. Cyril Amar. Face à l'avancée fulgurante des rebelles chiites, le chef de la diplomatie yéménite a lancé mercredi un appel au secours. Notre demande pour une intervention militaire est logique. Nous ne devrions même pas avoir à la demander pendant que le reste du monde ne fait qu'observer. Les pays voisins et du Golfe ne devraient pas observer sans rien faire. Appel entendu. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les premiers F-15 saoudiens décollent, direction le Yémen. L'opération Tempête de fermeté est lancée. Quelques heures plus tôt, l'ambassadeur saoudien à Washington en définissait les contours. L'objectif est de défendre le gouvernement légitime du président Hadi des tentatives de prise de pouvoir par les milices houthis au Yémen. L'usage de la force est toujours le dernier recours et c'est avec beaucoup de réticence que nous avons fait ce pas avec nos partenaires du Conseil de coopération du Golfe ainsi que des pays en dehors du Conseil. Selon la chaîne de télévision saoudienne Al Arabiya, 150 000 soldats seraient mobilisés. 4 navires de guerre égyptiens auraient même franchi le canal de Suez en direction du Yémen pour sécuriser le golfe d'Aden. Une opération d'envergure qui rassemble une dizaine de pays. Les monarchies du Golfe, bien sûr, mais aussi leurs alliés sunnites. De son côté, Washington a assuré Riyad de son soutien sur le plan logistique et du renseignement. Selon un premier bilan, 15 personnes auraient été tuées dans les bombardements qui ont visé la capitale, Sanaa, tombée aux mains des rebelles depuis le mois de septembre dernier. Ces criminels saoudiens, américains et israéliens ne nous vaincront pas. Cela va renforcer encore plus notre pouvoir et notre volonté de les éradiquer de la carte parce qu'ils prennent pour cible des innocents et des civils au Yémen. Si l'intervention militaire a été accueillie avec soulagement par le gouvernement yéménite, l'Iran, accusé de soutenir les rebelles, a qualifié la démarche saoudienne de dangereuse. Nous estimons qu'une intervention militaire ne peut que plonger la région encore plus dans la tourmente et n'aura aucun avantage pour les pays impliqués. Nous avons fait de notre mieux et continuerons de faire de notre mieux pour essayer de limiter et contrôler cette crise. Contrarié par l'influence croissante de Téhéran dans la région, Riyad ne veut pas être défié sur son propre terrain de jeu. Mais malgré lui, le Yémen est pourtant aujourd'hui le nouveau théâtre de la rivalité entre les deux poids lourds de la région. Alors, analyse de la situation ce soir, puisque les frappes continuent et ont repris en ce moment même de la part notamment de l'aviation saoudienne. On en parle avec Ali Waked, bonsoir, notre expert pour le monde arabe et musulman. Et puis Raphaël Jérusalemi, bonsoir, ancien officier dans le renseignement militaire pour l'armée israélienne. D'abord Ali Waked, la question qu'on peut se poser ce soir, c'est est-ce que l'Iran va réagir parce que ça pourrait devenir un embrasement régional? C'est la grande question, bien sûr, Jean-Charles. Dans votre introduction, on a vu que les pourparlers à Lausanne se
se maintiennent, continue, et je ne vois pas l'Iran en ce moment-là essayer de soutenir directement les Houthis, mais sans doute les Iraniens sont en train de faire tout pour envoyer les armes, peut-être pour envoyer des experts aux Yéménites, aux Houthis, mais à mon avis, dans les jours à venir, les Iraniens ne vont pas intervenir d'une façon directe avant qu'on voit si jamais un accord est conclu ou non avec la communauté internationale. Mais Jean-Charles, l'Arabie Saoudite a envoyé un message très fort, très clair ce matin que le Yémen, ce n'est pas la Syrie, le Yémen, ce n'est pas l'Irak, c'est l'arrière-France, c'est l'arrière-port de l'Arabie Saoudite, et c'est un message très fort aux Iraniens. On voit, Jean-Charles, deux langages. Le langage officiel, les déclarations des responsables saoudiens qui parlent d'une aide au gouvernement légitime au Yémen, d'une volonté d'arrêter d'un côté les Houthis et Al-Qaïda qui menacent le pouvoir légitime au Yémen, mais la machine médiatique saoudienne, où il ne faut pas employer un langage officiel, il parle d'une nécessité d'arrêter l'expansion perse et non pas même l'expansion iranienne pour donner ce goût ethnique, religieux à cette confrontation, comme quoi le monde arabe sunnite est en train de faire face à l'Iran chiite et à ses alliés. Pour le moment, les Iraniens, c'est la grande question. Une intervention de l'Iran va bouleverser les cartes. Alors, ce qui est intéressant aussi, Raphaël Jérusalemi, c'est de voir cette mobilisation finalement d'armées égyptiennes, saoudiennes, d'autres pays comme la Jordanie notamment. Il y a une espèce de force arabe qui se constitue dans la région. Oui, parce qu'ils sentent très bien la menace qui représente une déstabilisation du Yémen. Ça influe sur toute la région. Ça a des ramifications dans tous les pays concernés. Bien sûr, tous les pays de l'OPEP, du Golfe Persique, tout le passage du pétrole par le canal de Suez, tout cela est menacé par une déstabilisation de l'Iran, une prise de pouvoir des rebelles houthis. Alors maintenant, les Iraniens, c'est sûr qu'ils sont derrière. Et les Iraniens vont et font déjà leur travail en appuyant les houthis en argent, en équipement. Tout est fait. La grande question, comme l'a dit Wally, c'est une véritable intervention militaire. Parce que s'il n'y a pas d'intervention militaire iranienne, les Houthis ont perdu d'avance, l'Iran a perdu d'avance, les chiites n'ont aucune chance. On a beau, fort de notre passé militaire, regarder un petit peu avec méfiance les capacités de l'Arabie Saoudite, mais n'oublions pas que l'Égypte se met aussi dans la course. Mais il s'agit quand même de forces assez importantes. Le Conseil de coopération du Golfe peut réunir 500 000 hommes. C'est une force assez importante. Il y a des avions extrêmement modernes, développés. Donc il y a une force militaire extrêmement importante qui peut effectivement rétablir la situation. Je vois mal les Iraniens, tout en appuyant les Houthis, etc., s'engager dans une guerre, une vraie guerre, contre ces forces-là, qui incluent en plus donc l'Égypte, la Jordanie. Il n'y aurait pas grand-chose à gagner. Ce n'est pas comme en Irak ou en Syrie, où ils cherchent à créer un axe, où là il y a un enjeu stratégique très clair, des domaines, des territoires à dominer, à conquérir, pour influencer toute une région. Le Yémen, bien qu'il soit un pion important sur l'échiquier, n'est pas essentiel aux ambitions iraniennes. Jean-Charles, ces derniers mois, on voyait que la baisse des prix de pétrole s'avérait comme un moyen de l'Arabie Saoudite de faire face à l'expansion iranienne. La prise du contrôle de la quasi-totalité du territoire yéménite, ou d'une partie importante du territoire yéménite, par les Houthis, les alliés de l'Iran, risquait de donner accès aux Iraniens à ce qu'on appelle en arabe al-Bab al-Mandab, c'est la partie yéménite qui mène jusqu'au canal de Suez. Donc la prise de contrôle d'un
de la voie la plus importante pour le transfert du pétrole dans cette région, qui pourrait se traduire sur une hausse des prix de pétrole d'un côté, mais sur une prise de contrôle officielle des Iraniens d'un quatrième État après l'Irak, la Syrie et une bonne partie du Liban. Mais le Yémen, ce n'est pas le Liban, le Yémen, ce n'est pas la Syrie. Le Yémen, c'est une porte de l'Arabie saoudite, et donc les Saoudiens ne pouvaient pas se permettre de voir le scénario syrien ou le scénario irakien se répéter au Yémen. Ça, c'est un. Deux, en ce qui concerne cette coalition arabe, à mon avis, les pays arabes comme l'Égypte, comme la Jordanie, comme le Soudan, par exemple, n'avaient pas vraiment le choix. Quand l'Arabie saoudite s'implique dans une confrontation, ces pays qui dépendent de l'aide financière de l'Arabie saoudite devaient s'adresser et devaient mettre leurs forces au service de l'Arabie saoudite, même si l'Égypte... La dernière chose que le président Abdel Fattah al-Sisi a besoin, c'est une implication étrangère de ses forces en dehors de l'Égypte, quand il a du mal à faire face aux groupes djihadistes en Égypte elle-même, voire le cas du Sinaï. Pareil pour la Jordanie et pour le Soudan et les autres pays. Mais quand on va le répéter, les Houthis ont des cartes. Ils essayent pour le moment de s'écarter de la nature ethnique, de la nature religieuse de cette confrontation, comme si c'était exclusivement une confrontation entre chiites et sunnites. Mais il faut se rappeler très bien, il y a des minorités importantes des chiites partout dans le Golfe Persique. Dans l'est de l'Arabie saoudite, dans le Bahreïn, c'est la majorité de la population. Donc l'Iran, si jamais elle décide de s'impliquer dans ce conflit, elle a des cartes qui peuvent déstabiliser une bonne partie des pays qui participent dans cette coalition. Est-ce qu'une intervention terrestre est envisageable à votre avis? Parce que là, pour l'instant, ce sont des frappes aériennes. On sait qu'il y a des navires égyptiens aussi qui sont tout près. C'est une excellente question, parce que c'est justement ce que j'avais envie de dire, c'est que le grand point d'interrogation, c'est l'entrée terrestre ou pas. Ce conflit ne sera pas résolu sans une intervention terrestre. Ils auront bombardé les aéroports, le palais présidentiel des deux côtés, les stations de radio et de télévision. Pourquoi l'intervention terrestre est-elle indispensable? Parce que vous avez deux forces en présence. Les Houthis, qui, un petit peu comme les frères musulmans en Égypte, sont implantés au niveau local, au niveau des villages, au niveau des chefs tribaux. Et en face, le gouvernement officiel, lui, est un gouvernement officiel avec une armée régulière qui contrôle les grandes villes, mais qui ne contrôle pas vraiment le pays. Et donc, pour reprendre le contrôle du pays, il faut entrer terrestrement, parce que la force des Houthis, c'est justement sur le terrain, les villages, les chefs tribaux avec lesquels ils s'entendent très bien. Ils ont fait un travail pendant des années pour obtenir leur soutien. Ils ont apporté des médicaments, vraiment comme les frères musulmans en Égypte. Des médicaments dans les villages, des profs, des instituteurs dans les écoles, des endroits reculés. Et c'est là que réside leur force. Cette force-là ne peut pas être combattue par des Rafales ou des F-16. Ouais. Alors, on sait que le président du Yémen, qui était en fuite et qui s'était réfugié à Aden, est ce soir arrivé à Riyad. Donc, c'est clairement un signe que l'Arabie saoudite veut le réinstaller dans la capitale Sanaa. Bon, l'Arabie saoudite et la Ligue arabe ont confirmé que le pouvoir légitime, le seul pouvoir légitime au Yémen, c'est le président Hadi. Et à mon avis, on est l'Arabie saoudite qui essaye de faire tout pour arrêter l'Iran. Cette fois-ci, n'a pas le choix. Elle doit rentrer en confrontation directe avec l'Iran. La question reste, c'est la réaction iranienne. Maintenant, je voulais poser une question à Raphaël Yerushalmi. Une partie de l'armée de l'air yéménite est loyale et fidèle à l'ancien président Ali Abdallah Saleh, qui lui est allié des Houthis. Est-ce qu'on ne peut pas envisager une confrontation aérienne yéménite-saoudite, par exemple? Mais tout à fait, vous avez raison, puisque cette guerre civile peut se comparer à la guerre civile américaine. C'est les nordistes contre les sudistes.
Voilà, parce que le Yémen était divisé auparavant. Hein, donc c'est vraiment comme les Américains à l'époque, les nordistes contre les sudistes. Et effectivement, c'est d'ailleurs un problème qui se retrouve dans beaucoup de pays arabes, à cause justement de ce schisme entre les ethnies ou les croyances religieuses. Il y a, pour sûr, comme ça a été le cas en Syrie par exemple, des pilotes et des commandants de l'armée de l'air yéménite qui vont balancer du côté Houthi. Ils sont capables de balancer À mon avis, oui. Il n'y a même, à mon avis, pas de bonne raison pour que non. S'ils se sentent plus proches sur le plan religieux ou ethnique de la cause Houthi, rien ne les oblige, surtout à maintenant... Pas sur le plan militaire. Ces pilotes sont capables de faire face... Oui, mais bien sûr, parce qu'on a vu l'exemple... on pense toujours que lorsque des rebelles prennent une base aérienne, on se dit, oui, mais bon, ils ne sauront pas conduire l'avion, ils ne sauront pas entretenir l'avion. Or, on sait très bien que ce n'est pas du tout le cas. Ces gens sont très bien entraînés, ils ont tout ce qu'il faut. Et donc, si des pilotes sont prêts à défecter, ils trouveront au sol des commandos Houthis qui viendront leur procurer les pièces de rechange, l'essence dont ils ont besoin pour combattre les pilotes qui restent fidèles au gouvernement. Alors, je voudrais qu'on voit maintenant, parce que c'est une situation qui est peut-être liée à ce qui se passe au Yémen, c'est ce qui se passe du côté de Tikrit en Irak, cette ville tenue par l'État islamique que l'armée irakienne, avec ses alliés des milices chiites soutenues par Téhéran, essaie de reprendre. Aujourd'hui, les Américains ont commencé à bombarder ces positions de l'État islamique pour venir en aide donc à l'armée irakienne. Et on apprend ce soir que les milices chiites ont tout simplement décidé de se retirer des combats pour protester contre ces bombardements américains. Arnaud de la Selle. À Tikrit, à environ 160 km au nord-ouest de Bagdad, les forces irakiennes ont repris ce jeudi leurs attaques contre les djihadistes. Quelques centaines d'entre eux seraient toujours retranchés dans la ville et la reconquête s'avère difficile en raison des différents dispositifs défensifs mis en place par ces derniers. En fait, un grand nombre de frappes aériennes ont été menées et elles étaient très efficaces. Ils ont porté des coups directs aux groupes terroristes. Ils ont commencé hier et se poursuivent aujourd'hui. Officiellement, les États-Unis soutiennent les forces de sécurité irakiennes qui manœuvrent pour libérer Tikrit de l'emprise de l'État islamique. Cependant, sous couvert d'anonymat, un responsable du Pentagone précise que cet engagement ne signifie pas un soutien américain aux milices chiites et donc à Téhéran. Le rôle joué par Téhéran dans la bataille et l'importance sur le terrain du général iranien Qassem Soleimani, qui dirige une unité des gardiens de la révolution iranienne, est perçu d'un mauvais œil par Washington. L'Iran n'a tout simplement jamais fait partie de la coalition internationale anti-djihadiste. Alors, c'est lié pour vous ce qui se passe à Tikrit là ce soir avec ce qui se passe au Yémen. Il y a tout cela finalement, c'est le même domino qui ramène jusqu'à Téhéran. Si c'est lié, ça montre que les Américains, avec le soutien logistique et le soutien en matière d'intelligence et d'information qu'il offre aux Saoudiens, ils ne veulent pas totalement s'écarter de leur rapprochement avec les Iraniens, un rapprochement qu'on voit à Lausanne actuellement dans les négociations sur le dossier nucléaire. Mais Jean-Charles, à mon avis, le fait que les milices chiites se sont retirées de la région de Tikrit sert les trois acteurs principaux, les milices elles-mêmes, le gouvernement... ça représente 30 000 hommes au total. Le gouvernement irakien et les États-Unis. Mais à mon avis, la prise de Tikrit va... Et la balance des Américains, d'un côté, ils aident un gouvernement irakien qui est pro-iranien, et de l'autre côté, ça permet de dire que les Américains ne prennent pas position dans cette confrontation irano-saoudienne. Enfin, Jaouzami. Alors, il y a deux points très importants. L'un qui confirme ce que Ali Waked a dit dans sa question, c'est que les allégeances au Proche-Orient sont très volatiles. Et donc il est très difficile de lire la carte, puisque voilà, du jour au lendemain, on a parlé des pilotes yéménites, mais voilà les milices chiites du jour au lendemain qui arrêtent de combattre. Donc les allégeances sont très très volatiles. Et le second point qui est extrêmement important, qui rapproche ce Yémen de Tikrit, c'est que voilà, ce qui se passe quelque part dans un certain point du Moyen-Orient influe sur des points lointains. Donc ce qui se passe au Yémen influe sur ce qui se passe en Irak. Et c'est ça, la complexité, la mosaïque indéchiffrable des forces en présence au Moyen-Orient. Parlons des points lointains. À mon avis, Jean-Charles, cette confrontation au Yémen, si jamais
les Iraniens seront obligés de se voir impliqués dans cette confrontation, à mon avis, écarte un peu plus ou nous donne un peu plus de temps pour voir une confrontation peut-être entre le Hezbollah soutenu par les Iraniens et l'armée israélienne dans le Golan. Ouais, le Hezbollah qui a condamné lui aussi d'ailleurs, évidemment en tant qu'allié de l'Iran, cette intervention au Yémen. Un mot, on a entendu tout à l'heure dans le sujet un rebelle chiite donc accuser Israël d'être derrière tout cela. Souvent hein, d'ailleurs Israël, plutôt que d'accuser les pays arabes, on préfère accuser Israël. Oui, alors ça c'est le troisième point après les deux autres points, c'est que quoi qu'il se passe au Moyen-Orient, c'est toujours Israël qui est responsable. Quoi qu'il se passe, si l'Iran va attaquer l'Arabie Saoudite, si l'Égypte va attaquer la Libye, tôt ou tard, nous allons être dans la ligne de mire, tôt ou tard, nous serons impliqués. Ceux qui ont l'espoir que ces batailles internes entre les différents pays arabes nous épargnent, je vais les inquiéter un petit peu en leur disant que tôt ou tard, ils se rappelleront que nous existons, surtout lorsqu'ils échoueront. Car il y a toujours un perdant et un gagnant, et les perdants dans le Proche-Orient, lorsqu'ils n'ont plus rien plus de points à marquer, eh bien, ils trouvent Israël comme territoire pour aller marquer des points. Donc, on peut être d'un certain côté content de voir qu'autour de nous, certains de nos ennemis s'entretuent, mais soyons très 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 vigilants. Et le scénario catastrophe, c'est justement une confrontation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Ça mènerait à une déstabilisation générale de toute cette région. Et là, nous serions impliqués contre notre gré. Vous savez, Jean-Charles, ces accusations portées par les Houthis aux Saoudiens comme s'ils faisaient cette campagne au service des sionistes, ce n'est pas la seule fois aujourd'hui que l'angle israélien a été mentionné dans ce conflit. Dans les médias arabes, quand on discutait si ça vaut le coup ou non de voir une opération terrestre soutenir les raids aériens, on rappelait deux éléments. Un, que toute invasion au Yémen s'est terminé par l'échec et la défaite des envahisseurs, hein, et deux, que le fait que l'armée égyptienne était profondément impliquée au Yémen à la veille de la guerre de 1967 avait son poids dans la grande défaite des pays arabes dans la guerre des 6 jours. Les Égyptiens ont appelé leur intervention au Yémen le Vietnam yéménite. Et voilà, et aujourd'hui c'est d'ailleurs la signature la date anniversaire en tout cas de la signature de l'accord de paix israélo-égyptien 26 mars 79. Merci Ali Waked, merci Raphaël Jérusalemi. On parle maintenant du reste de l'actualité, notamment de ce qui s'est passé à Gaza aujourd'hui. Tout d'abord, un membre du Hamas qui participait à un exercice de tir de roquettes comme il y en a tous les jours depuis quelques mois maintenant, eh bien, a trouvé la mort, et ce au moment où Amnesty International, pour la première fois, épingle le Hamas dans un rapport pour crimes de guerre commis notamment contre ses propres civils. Léa Raqqa. Pour la première fois, Amnesty International accuse le Hamas de crimes de guerre pour avoir tué des civils israéliens et palestiniens par des tirs de roquettes aveugles pendant la guerre de Gaza en 2014. Le point principal de notre rapport est que la réponse de la communauté internationale et celle de ceux qui pourraient arrêter cela a été lamentable, en fait honteux. Et nous faisons des appels clairs sur ce que le monde peut faire pour renverser la situation et améliorer la protection des civils. En juillet 2014, une roquette palestinienne avait tué 13 civils, dont 11 enfants, dans un camp de réfugiés. Des sources médicales palestiniennes avaient alors accusé Israël. En réalité, il s'agissait d'une attaque ratée lancée depuis Gaza. Notre rapport cette année pour 2014-2015 fournit des détails assez choquants de la violence horrible et des violations des droits de l'homme que les civils ont subies. Selon l'armée israélienne, 4591 roquettes ont été tirées vers Israël, 197 se sont abattues dans Gaza. L'ONG révèle que des armes de guerre palestiniennes ont été stockées dans des écoles et des immeubles offerts par les Nations Unies pour assurer la paix. Dernière minute en provenance d'Argentine. La justice argentine confirme qu'elle n'a pas l'intention de poursuivre l'actuelle présidente Kirchner pour entrave à la justice. Et pourtant, c'est ce que souhaitait l'ancien procureur Nisman, qui a été retrouvé mort au mois de janvier. Il avait décidé, lui, de délivrer un mandat d'arrêt à l'encontre donc de la présidente Kirchner.
Direction Israël maintenant, en lien avec le conflit en Ukraine, l'arrivée de plus en plus importante de Juifs d'Ukraine qui sont amenés en Israël pour devenir des citoyens israéliens grâce au travail de fourmi d'une association sur place et dans des conditions évidemment très peu sécurisées. Maël Benoliel, reportage. Le comité d'accueil se tient prêt. Encore quelques minutes avant que 110 réfugiés juifs de l'Est de l'Ukraine ne sortent de cette porte et deviennent de nouveaux citoyens israéliens. Une opération rendue possible grâce à l'association Keren Yedidout, un organisme privé dont l'objectif est de soutenir les juifs de diaspora et de les inciter à venir s'installer en Israël. Nous avons visité les différents camps de réfugiés et les différentes communautés à la recherche de ceux qui ont dû quitter leur maison. Nous les avons ramenés avec leurs affaires jusqu'à Kiev et hier soir, nous avons fait le voyage avec eux jusqu'ici. Et là, ils devraient sortir d'un moment à l'autre. La plupart de ceux qui s'apprêtent à débarquer ont dû quitter la ville de Donetsk ces derniers mois. Depuis plus d'un an, cette ville de l'Est de l'Ukraine est au cœur du conflit russo-ukrainien. La situation est très difficile en Ukraine et j'ai entendu dire que cette association aidait les Juifs à émigrer en Israël et les aidait aussi à s'intégrer. Ce sont des personnes qui sont traumatisées. Liora vit depuis une quinzaine d'années en Israël, mais sa famille habitait encore à Donetsk il y a quelques semaines. Début février, un obus tombe sur la maison de famille. Anna, la tante de Liora, décède sur le coup. Ma mère est dans l'avion avec mon frère, mon grand-père et le mari de ma tante qui a été tué. C'était un cauchemar, cette femme m'a élevée. C'est grâce à elle aussi si j'en suis là aujourd'hui. Elle était ma vie, j'aurais voulu la voir ici à mes côtés. C'est en même temps beaucoup d'émotions, c'est autant de la joie que de la tristesse. Ça fait des années qu'on ne s'est pas tous revus. J'espère que je ne vais pas craquer. Après une attente interminable, Liora peut enfin retrouver sa famille. Les visages sont éprouvés, tant par la fatigue du voyage que par des mois de guerre civile. On croyait qu'on ne s'en sortirait pas, mais on nous a aidés à nous en sortir. Ma sœur a été tuée le 10 février et le 22, nous quittions Donetsk pour nous rendre à Dnipropetrovsk. Nous étions dans de bonnes conditions, avec un logement, de la nourriture, de l'argent et nos passeports prêts. D'un conflit à un autre, même si pour ces 110 nouveaux immigrants, Israël est synonyme de nouveau départ. C'est terrible pour ceux qui se trouvent encore à Donetsk. Ce qui s'y passe est terrible. Cette guerre est effrayante. C'est très mauvais. Des innocents sont tués, des enfants, des vieillards. Je compte me reposer une semaine. Après, je vais trouver du travail, travailler dur et vivre en paix ici avec ma famille. Selon cette association philanthropique, des milliers de juifs dans l'est de l'Ukraine seraient dans l'attente de pouvoir émigrer en Israël. Les responsables le promettent, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour que ces réfugiés puissent passer cette porte de l'aéroport Ben Gurion et devenir ainsi israéliens pour échapper au conflit russo-ukrainien. Dans un instant, on va évoquer le dossier du nucléaire iranien, car ce sera là aussi l'une des grandes échéances des jours à venir, théoriquement fixé au 31 mars. L'accord est loin d'être conclu entre les Occidentaux, le groupe des 5+1 et l'Iran. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, les négociations par téléphone direct entre chefs d'État se sont poursuivies. On va évoquer tout cela dans un instant, alors que John Kerry et Mohammad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, se retrouvent ce soir à Lausanne pour une nouvelle session de discussion. Restez avec nous juste après la pause, le nucléaire iranien.